Bonjour à toutes et à tous. Et bien après cette petite introduction, nous voici de retour pour un nouveau tuto de site de plongée consacré au B26 Marauder coulé entre le Cap Sissier et le Cap Vieux. Alors concernant celui-ci, je ne développerai pas volontairement dans cet épisode son histoire présumée en détail comme nous avons pris l'habitude de le faire dans les précédents tutos de la chaîne. Mais ce sera le but par contre d'une autre vidéo consacrée plus à l'histoire sous un format plus adapté à ce type de contenu, c'est-à-dire un numéro spécial d'histoire oubliée, et là nous reviendrons en détail sur la campagne de fouilles 2019 qui avait pour but d'identifier d'une façon définitive l'origine de cet appareil perdu au large du Cap Sissier. Mais avant de rentrer plus en détail et de vous raconter l'histoire de cette enquête passionnante, commençons plutôt par cette première vidéo qui sera le 11e tuto de site de plongée consacré au B26 de Sissier. Pour l'occasion de cette sortie, nous serons accompagnés de Philippe Castellano, historien et spécialiste de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci est présent avec nous aujourd'hui pour cette plongée, afin de dissiper un vieux doute qu'il entretient avec l'origine historique de cet appareil. Aujourd'hui avec l'équipe Philippe et Michel, on vous emmène découvrir le B26 du Cap Sissier. Le B26 Marauder de la société Martin, entré en service actif le 8 décembre 1941 et retiré en 1948, était un appareil performant mais assez exigeant au niveau pilotage. D'une envergure de 19,80 m pour 17 m de long et 6 m de haut, il atteignait allègrement les 450 km/h à plein régime et était armé de 11 mitrailleuses Browning M2 de calibre 12,7. C'était un bombardier dit de type moyen, utilisé autant sur le front du Pacifique que sur le théâtre des opérations européen. Il était robuste, pouvait encaisser facilement plusieurs coups au but. D'ailleurs, celui-ci était propulsé par deux moteurs en étoile de la firme Pratt & Whitney de 18 cylindres et d'une puissance de 2000 chevaux chacun pour ce type de B26 de type C. L'histoire qui entoure cet appareil est assez confuse, car il y a deux histoires de crash de B26 dans les environs pour une seule épave localisée à ce jour. Mais ceci sera le but de nos futures plongées d'investigation que je vous raconterai dans notre prochain film. Mais en attendant celui-ci, qu'il s'agisse du B26 français 107-779 du groupe 2-52 Franche-Comté, commandé par le colonel Bouvard et abattu le 19 août 1944 lors d'une mission de bombardement, ou bien alors qu'il s'agisse du B26 américain nom de baptême Thunderbird, numéro 42-107-736, commandé par le lieutenant Charles G. Olson du 17e Bomber Group 34e Bomber Squadron de la 12e Force aérienne de l'USA Air Force, disparu en mission le 18 août 1944 et assigné également à la même opération de bombardement que le B26 français. Cela n'a qu'assez peu d'importance dans les faits, car ils eurent en commun le même destin tragique. Ils arrivèrent en formation serrée depuis la haute mer en direction de leur objectif principal, c'est-à-dire les batteries de marine installées en haut du cap CP sur la presqu'île de Saint-Mandrier. Mais ceux-ci furent accrochés assez rapidement par des tirs de flak de plus en plus nourris à mesure que ceux-ci arrivèrent en formation près de l'objectif. Soudainement, d'après les nombreux témoignages des autres bombardiers rescapés conduisant le raid, ils décrivèrent tous dans leurs récits issus de leur observation durant l'attaque qu'à mesure que les tirs de la flak allemande se faisaient de plus en plus précis, un des leurs fut observé en feu au niveau de ses moteurs. Malgré tout, il sera constaté différents parachutes s'ouvrant dans le sillage de l'appareil avant une perte de puissance moteur subite suivie d'une longue courbe ascensionnelle épousant le relief avant d'être vue se désintégrer violemment à la surface des flots. Voici quelque peu dans les grandes lignes ce qui explique la présence de ces vestiges au large de la station d'épuration entre le Cap Sissier et le Cap Vieux. Si vous souhaitez comme nous découvrir les restes de ce bombardier, vous devrez prendre quelques précautions d'usage avant d'effectuer votre future plongée.
Tout d'abord, le site n'est pas matérialisé par une bouée, ce qui nécessitera obligatoirement qu'une approche qu'avec un très bon sondeur, car les fragments éparpillés sur cette zone ne sont visibles qu'en représentation d'une faible remontée d'à peine plus d'1 mètre sur ces fonds sablo-vaseux caractéristiques de ce secteur. Pensez à bien signaler la présence des plongeurs, mais surtout n'oubliez pas votre parachute lors de votre remontée, car la zone est très fréquentée par différents navires en période estivale. Le lieu est également soumis à de très forts courants, méfiez-vous-en, et bien entendu, pensez à bien vérifier la météo la veille. Quant à la visibilité, elle peut être très variable suivant les jours. En tout cas, elle peut accentuer grandement les risques de désorientation à ne pas prendre à la légère, sur ces fonds sablo-vaseux sans aucun relief sous-marin à l'horizon. Suivant votre mouillage vous guidera sur les restes de cette épave, sachez que les deux principaux points remarquables étant les moteurs, pour vous repérer, ceux-ci sont disposés sur un axe est-ouest, séparés l'un de l'autre par une bonne quinzaine de mètres. D'après les premières constatations des fragments encore visibles de cette épave, on peut facilement imaginer la violence du crash subi par cet appareil, car il ne reste que très peu de morceaux ressemblant vraiment au reste d'un bombardier. La première chose qui a attiré notre regard sous cette gangue de vieux filets dissimulant de nombreux détails, c'est l'absence de capotage moteur, nous donnant ainsi accès direct à la double étoile de 18 cylindres de celui-ci. Le constat est que toute tentative d'investigation pour l'identification de cet appareil par la recherche des plaques d'usine fixées sur le carter porte-hélice ne pourra être envisageable qu'après avoir dégagé les restes de ce filet. Déjà d'après ces brèves observations, celles-ci nous confortent dans l'idée que plusieurs plongées seront nécessaires avant d'espérer trouver une réponse à nos questions. Allez, direction le deuxième moteur. Mais en chemin, prenez le temps d'observer sur votre gauche un très intéressant fragment de l'aile gauche. Celui-ci est à l'envers et permet d'ailleurs encore d'observer le réservoir de carburant en matière souple qui était dissimulé à l'intérieur des ailes. L'épave concentre malheureusement trop peu de vie, car elle offre assez peu de cachette pour la faune environnante. Malgré tout, restez attentifs car de belles rencontres sont toujours possibles. Le deuxième moteur est en vue. Espérons que la conservation de celui-ci soit dans un meilleur état. À première vue, il ne semble pas prisonnier d'un filet. Ceci est plutôt encourageant. Dans les premières minutes d'inspection, notre attention fut captée par la physionomie étrange de ce moteur. Son aspect ne correspond pas du tout à ce que nous avions en tête lors du briefing, au point même que le doute m'envahit jusqu'à remettre en question l'origine du type d'appareil auquel il appartient. Philippe me fera remarquer très rapidement que ce doute est sûrement lié à l'absence du carter porte-hélice que nous cherchons. Après l'étude attentive à notre retour en surface des images que vous voyez actuellement, il est à constater qu'il a bel et bien disparu. L'effet galvanique opéré par l'eau de mer sur l'alliage d'aluminium de ce carter a réagi tel une anode qui s'est donc totalement dissous par électrolyse. Pour preuve de ce que nous affirmons ici, la présence du pignon réducteur de l'hélice ainsi exposé à l'environnement extérieur alors que celui-ci habituellement doit être protégé par ce fameux carter qui lui permet de baigner dans un bain d'huile tout comme pour nos moteurs de véhicules. D'ailleurs, vous pouvez encore observer ici les rondelles, goujons et autres écrous encore fixés au bâti. Psychologiquement, c'est un coup dur pour l'équipe de constater que nous avons de grandes probabilités de ne jamais retrouver nos plaques avec nos numéros d'identification liés à cette pièce mécanique indispensable à nos recherches. L'inspection de ce moteur étant donc terminée, direction le train d'atterrissage avant. Celui-ci est en parfait état de conservation. D'ailleurs, regardez le pneu, celui-ci est encore gonflé, il pourrait même reprendre encore du service. Cela fait déjà 13 minutes que nous sommes au fond, et notre DTR commence à monter très rapidement. Le retour à la surface se fait sentir. Mais avant, nous avons tout juste le temps d'explorer les deux fragments qu'il reste dans cette zone. Le premier est un petit morceau de fuselage, sans grand intérêt. Quant au deuxième, il est disposé au nord du moteur numéro 1, il s'agit d'un morceau de l'aile droite. Nous voici de nouveau en vue de notre mouillage et nous pouvons débuter notre lente ascension. Vous aurez ainsi fait le tour des principaux restes de ce B-26 recensés sur le secteur. Il est à noter qu'il a été signalé un peu plus au nord, en se rendant vers la côte, dans une profondeur inférieure à 40 mètres, la présence de fragments métalliques sans grand intérêt, mais surtout la présence de deux mitrailleuses doubles qui auraient, suivant les témoignages de certains, été remontées dans les années 80, mais dont on ne sait toujours rien actuellement. Vrai ou faux, là est la question. D'ailleurs, si ce petit film peut faire ressurgir du passé quelques souvenirs à la mémoire de certaines personnes, ils seront toujours les bienvenus pour nous aider à compléter cette enquête avec leurs témoignages. Mais aussi si d'autres ont la position de fragments encore inconnus à ce jour, merci de prendre contact avec nous via YouTube ou Facebook.
Eh bien, nous voici déjà arrivés à la fin de ce 11e tuto de site de plongée. J'espère que celui-ci vous aura plu, mais surtout qu'il vous aura intéressé. Si tel était le cas, n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu. Je vous le dis à chaque fois, ça aide ce type de vidéo à être mieux référencé sur notre chaîne YouTube. Comme je vous le disais au début de ce film, je vous donne prochainement rendez-vous pour un numéro spécial d'Histoire oubliée, un numéro qui reviendra principalement sur l'histoire de cet appareil, mais pas que. Nous allons également continuer nos fouilles, entre guillemets, archéologiques, sur ce moteur numéro 1 qui concentre le plus de nos espoirs, grâce à ce filet qui, je vous le rappelle, est entortillé complètement au niveau du moyeu de l'hélice. Peut-être que celui-ci a préservé de la corrosion un morceau du carter porte-hélice et que notre plaque d'identification rivetée sur celui-ci sera peut-être en mesure d'être retrouvée. Si ce n'est pas le cas, nous n'allons pas nous décourager. Nous fouillerons également le sédiment sous le moteur numéro 1 et sous le moteur numéro 2, de façon à essayer de trouver des morceaux de ce carter porte-hélice ou carrément peut-être la plaque d'identification qui nous attendrait bien sagement. Mais tout cela, si vous voulez le découvrir avec nous, je vous invite bien entendu à continuer à suivre les vidéos sur la chaîne. Si ce n'est pas fait, pensez également à vous abonner. Et comme je vous le souhaite désormais à chaque fois, bonne plongée à tous et bonne vidéo.